pris le contrôle de votre radio. Le contrôle de votre radio. Il semblerait que ce soit un putsch radiophonique. Un putsch à la radio. Ensemble. Nous avons pris le contrôle. Nous avons pris le contrôle de l'antenne d'RMC. Radio Brunet. C'est Radio Brunet. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnets. Radio Brunet, c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC. Où que vous soyez, mesdames, messieurs, chez vous, en pause déjeuner, au bureau, au travail, en train de travailler dans un atelier, dans un cabinet médical, que vous soyez en voiture, chez votre amant ou chez votre maîtresse, où que vous soyez, mesdames, messieurs, soyez remerciés d'être à l'écoute de Radio Brunet, comme tous les jours, entre 13h et 15h sur RMC. Bonjour Émilie la stagiaire. Bonjour Eric. Bonjour Rémi le ch'ti. Salut Eric, bonjour à tous. Premier Brunet Métrie, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Les détenus ont trop de droits. Les surveillants pénitentiaires, pas assez. Notre système carcéral doit changer. D'accord, pas d'accord. Nous en parlons dans un instant avec, entre autres, Jean-François Forget, qui est secrétaire général du syndicat UNSA-UFAP Justice, qui est mon invité. Il y en aura d'autres. Il y aura vous pourrez m'appeler au 32-16. Ensuite, nous irons voir un Français de l'étranger, comme tous les jours, Rémi. Il s'appelle Eric, il est à Nottingham, en Angleterre. Et puis on va parler de la vie de l'automobiliste dans nos campagnes, mais aussi et surtout en ville. C'est de plus en plus contraignant. C'est de plus en plus cher d'être un automobiliste, mesdames, messieurs. J'ai d'ailleurs décidé de vendre ma voiture. Alors, c'est pas pour vous parler de moi, mais est-ce que vous pensez que c'est pertinent, hein? Est-ce que c'est un calcul intéressant quand on est un urbain en 2018 de dire ben voilà, je me débarrasse de ma voiture, je vais faire autrement. Voilà la question que je vous soumettrai. Ça sera dans la deuxième partie de Radio Brunet à partir de 14h. Et puis 3 minutes de gloire. Émilie. Oui, elles sont pour Philippe Deschenaux, fondateur du site YouWood, qui est un outil pédagogique sur l'ébénisterie. Rémi. Et puis vous le savez, RMC Radio Brunet vous déroule le tapis rouge en ce début d'année avec à la clé non pas 3 minutes, mais 60 minutes de gloire. Vous êtes chef d'entreprise, artisan, start-upper, responsable associatif ou artiste. C'est fait pour vous le 2 février. Vous aurez le droit à 60 minutes de gloire, un show entier Radio Brunet en direct de chez vous. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur rmc.fr, vous nous envoyez une courte vidéo ou alors vous nous envoyez un message à l'adresse 60 minutes de gloire, 60 en chiffres, 60 minutes de gloire @rmc.fr. Mesdames, messieurs, je comprends le ras-le-bol des surveillants pénitentiaires. Ou que je le comprends. Écoutez. J'ai l'impression de venir travailler, que l'État s'en fout de ma vie en fait. On a des collègues qui sont crachés dessus, qui se prennent des coups de poing en plein visage, autrement l'agression avec des armes artisanales. J'ai été agressé à coups de ciseaux comme mes collègues ont été agressés récemment. On peut pas aller au travail avec une boule au ventre, ça empêche de travailler. On va avoir des conditions de travail dignes et en sécurité. Si on continue pas, qu'on baisse les bras, on n'obtiendra pas ce qu'on souhaite, le peu de considération que le gouvernement a pour nous, quoi. Voilà, agression de 7 surveillants dans le Pas-de-Calais, Rémi, hein. Ça c'était la semaine dernière, et de 3 dans le Pas-de-Calais, et puis 7 dans les Landes, à Mont-de-Marsan, hein. En tout cas, à mon avis, la colère des surveillants pénitentiaires, des surveillants de prison, n'est pas prête de retomber. Ouais, le dernier fait en date, hein, tu l'as dit, c'était à Mont-de-Marsan dans les Landes, hier après-midi, vers 15h30, 7 surveillants pénitentiaires frappés à coups de poing par un détenu qui refusait de se soumettre à une fouille. L'un des agents a tout de même le nez fracturé, et pour l'une de ses collègues, c'est le plexus, s'est pris un coup dans la poitrine qui est fracturé. Comme à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais la semaine dernière, c'est un détenu présenté comme islamiste qui est à l'origine de l'agression. Alors lui n'a pas été condamné pour terrorisme, Eric, mais il se serait radicalisé en prison, de quoi mettre un peu plus d'huile sur le feu, alors que pour la seule journée d'hier, 139 des 188 centres pénitentiaires de France ont été touchés par l'appel à la grève, à la mobilisation lancée par les syndicats. Alors soit c'est des blocages complets ou partiels des établissements, ou alors il y a des piquets de grève, des débrayages, des retards volontaires. En tout cas, le mouvement a été reconduit pour aujourd'hui. Une chose quand même à préciser, Eric, les syndicats sont divisés sur les revendications. C'est pour ça que c'est un peu complexe pour l'État de discuter avec eux. En tout cas, la CGT et l'UFAP-UNSA réclament avant tout le renforcement des mesures de sécurité pour les agents. Pour eux, c'est vraiment la priorité. Et il y a FO qui fait un peu, selon ses adversaires de la CGT et de l'UFAP-UNSA, un peu de surenchère parce que FO y ajoute des revendications salariales et statutaires. Ouais. Bon, mesdames, messieurs, il est 13h09. C'est important, hein. On va se tourner maintenant vers Émilie qui va nous donner exactement
tellement l'intitulé du Brunet-Métry. Je voudrais qu'on vote. Vous savez que ces votes, c'est pas du bidon. Ces votes, ils sont importants parce que nous sommes entendus, nous sommes écoutés par des gens qui travaillent dans les ministères, par des hauts responsables de nos administrations. Donc voilà, ça leur permet de prendre le pouls de la société française. Eux, qui restent souvent dans leur tour d'ivoire, eh bien, ça leur permet de mesurer, de jauger, de humer l'air du temps et ce qui se passe vraiment. Alors le Brunet-Métry, s'il te plaît, Émilie. Oui, eh bien le premier Brunet-Métry, les détenus ont trop de droits, les surveillants pénitentiaires pas assez. Notre système carcéral doit changer. Eh bien pour les premières tendances, vous êtes 90% à être d'accord avec Eric. Eh ben c'est déjà énorme, 90%. Oui, c'est un plébiscite pour le moment. Jean-François Forget, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat UNSA UFAP Justice. On va pas déroger au principe de l'émission. On va prendre quelqu'un qui m'appelle spontanément au 3216. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais qu'une chose. Elle s'appelle Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Eric. Qu'est-ce que tu fais Nadia dans la vie? Je suis surveillante pénitentiaire. Très bien. Où ça? J'ai le droit de te poser la question? On va dans une petite maison d'arrêt. D'accord, dans une petite maison d'arrêt. Tu es solidaire du mouvement de grogne. Je dis grogne, c'est plus que grogne, hein, du mouvement de colère. Tout à fait. On est en colère, on est en piqué, nous, depuis hier matin. Oui. On l'est toujours actuellement. On bloque partiellement les mouvements. On a la chance d'être en intersyndical ici, donc on est tous d'accord. D'accord. Tous les surveillants de la maison d'arrêt, on est tous d'accord, quel que soit le syndicat. On a les mêmes revendications. On veut des conditions de travail. Nadia, beaucoup de gens, et j'en fais partie, ignorent totalement ce qui se passe dans les prisons. Alors bien évidemment, j'écoute la radio, je regarde la télévision, je vois quelques images, mais j'ignore totalement ce qui se passe dans les prisons. Est-ce que la situation s'est vraiment dégradée en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans pour les surveillants pénitentiaires que vous êtes, par exemple? Énormément. Et en plus, maintenant, on n'arrive même plus à recruter. On n'arrive même plus à avoir du personnel. Nous, on est en sous-effectif, mais partout en France, toutes les prisons sont en sous-effectif. On rentre dans des dortoirs, parce que c'est pas des cellules individuelles. On rentre seul dans des dortoirs avec notre sifflet. Les prisonniers, les détenus sont 6, 7, 8, 9. Dans la petite maison d'arrêt dans laquelle tu travailles, il y a des agressions aussi, ou est-ce que c'est quelque chose? Oui, des agressions physiques, des agressions verbales. Oui. Voilà, au quotidien. Au quotidien. Ouais. Voilà. Pourquoi? Comment? Mais alors, cette perte d'autorité, parce que il y a bien une perte d'autorité, elle est liée à quoi? C'est-à-dire que c'est la société qui est plus violente et par conséquent dans les prisons, on est plus violent aussi. C'est lié au manque d'effectifs. C'est quoi? C'est plus riche. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Oui. Il y a ça, et effectivement, il y a l'évolution de notre société qui devient de plus en plus violente, de plus en plus jeune. La toxicologie, l'alcool, etc. Ça, c'est le fléau. L'alcool, c'est le fléau ici. Et effectivement, des moyens qui diminuent. Donc, par exemple, la possibilité de faire des fouilles en sortie de parloir qui nous a été enlevée. Donc, tout rentre. Ouais. Les téléphones portables, la drogue, tout. Ouais. Reste avec moi, Nadia. Très intéressant. Oui. Jean-François Forget, secrétaire général, donc je le disais tout à l'heure, du syndicat UNSA UFAP. Jean-François, c'est une loi de 2009, ça. Ça a été fait sous la droite. 2009, Morelli, c'est la droite qui est au pouvoir. Absolument. C'est-à-dire que c'est une loi. Rachida Dati est entérinée par Michel Alliot-Marie. Voilà, qui a mis un terme à ces fameuses fouilles à nu. Alors, vous qui m'écoutez, vous pouvez vous dire, une fouille à nu à la sortie d'une visite d'un tiers, d'un parloir, effectivement, c'est quelque chose de cruel, sauf que tout rentre dans les prisons, dans ces moments que sont les parloirs, les rencontres avec les familles ou les proches, les copains, les avocats, etc., les amis. Et la fouille à nu, quand même, elle était bien pratique parce qu'elle permettait d'empêcher certains objets parfois dangereux d'entrer dans les prisons. C'est un moment clé de 2009, cette imposition de la loi, alors que tous les parlementaires l'ont voté et tous les personnels étaient contre, quels que soient les syndicats d'ailleurs, il n'y a même pas une histoire syndicale, il y a des fondamentaux, il n'y a aucun personnel pénitentiaire qui prend du plaisir à faire ça. Encore une fois, c'est une image d'Épinal parce qu'on ne fait pas cette barbarie dont on nous montre. L'exemple, il n'y a pas dès qu'il y a une introduction, il y a dans l'anus, faut appeler un chat, il y a des radios, il y a tout ce qu'il faut. Les personnes ne font pas cette image qu'un certain sénateur nous a vendue. C'est une honte d'avoir imaginé que les personnes faisaient ça. Et si on fait une exaction, il y a des sanctions. Donc on a besoin bien sûr, ça rentre tous les jours, ça rentre de plus en plus, ça met en difficulté et en danger
tous les personnels, l'institution et bien évidemment tous nos concitoyens. Mais attendez, à ce stade, il faut appeler un chat un chat. La fouille à nu, donc c'est la fouille qui a été interdite depuis 2009. Bien sûr. Elle est pas systématiquement interdite. Elle est aléatoire. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Non, mais soyons précis. Soyons précis. Dans le monde qui est le nôtre, le jargon, c'est la mule. Ouais. C'est-à-dire que on est quatre à passer au parloir. On va en décider. Les personnels vont décider d'en fouiller un. Qu'est-ce qu'on va faire les trois autres? Ils vont faire en sorte de se passer le matos, et puis celui qui sera fouillé, lui, n'aura rien sur lui. C'est ce qu'on appelle la mule. Et derrière, ça crée un mécanisme de trafic à l'intérieur, de pression sur certains détenus. Voilà, et on engendre la criminologie. La fameuse fouille à nu, on va poser des mots sur les choses. Donc c'est un détenu qui, après le parloir, est fouillé. Ou l'atelier. Ou l'atelier, oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il est fouillé à nu. Il est déshabillé, il est fouillé, fouillé, on ne le touche pas. Hein. Il est déshabillé, on contrôle ses vêtements, on lui demande de lever les voûtes des plantes. On peut éventuellement, avec des gants, toucher les cheveux s'il y a quelque chose derrière. C'est tout, et ça s'arrête à ça. Parce que je lis là une prise de parole de Marcel Duredon, qui était responsable syndical, qui dit, il parle de cet article qui a supprimé la fouille à nu. Il dit on souhaite que cet article soit abrogé pour pouvoir fouiller tout le monde, parce que l'orifice rectal permet de dissimuler tout un tas de choses, des téléphones portables, de la matière illicite, de l'argent et des armes. Comment est-ce qu'il est fouillé l'orifice rectal? C'est une radio, c'est quoi? Non, on demande aux détenus de tousser, tout simplement. Voilà, ça s'arrête à ça. C'est ce que je voulais savoir. C'est considéré comme une vulgarité pour lèse-majesté de la politocratie. C'est énervant que les parlementaires en 2009, tout confondu, droite, gauche, aient voté cette loi sans finalement prendre la mesure que pour le personnel pénitentiaire, elle était déterminante pour la sécurité, votre sécurité à vous. C'est pas si surprenant que ça. Quand dans les années 90, les cols blancs ont commencé à rentrer en prison, ils ont vécu ces phénomènes-là. Il y avait de fortes chances à parier que le jour où vous allez ressortir, il y a des combats à être menés en interne pour que ça se produise plus. Donc on est dans ce schéma-là aujourd'hui. Donc oui, alors ça c'est un élément qui est pas négligeable, mais derrière c'est l'angélisme total, c'est la gestion. Pourquoi on a demandé le limogeage du chef d'établissement de Vendée-le-Veil? C'est pas pour se taper un patron. C'était tout simplement que il a lui volontairement, délibérément, tout seul, décidé de dévaluer le niveau de sécurité pour les personnels. Et ça, c'est ça au quotidien. Vous avez des chefs d'établissement. En gros, quelle décision il a prise, le patron de cette prison? Écoutez, le vendredi, il l'a mis à l'isolement avec toutes les mesures de sécurité pour que les agents soient habillés, équipés sur la sécurité maximum pour qu'ils ne soient pas atteints de coups, de quoi que ce soit. Parce qu'il avait menacé, par des écoutes téléphoniques de porter à terme une tentative d'assassinat. Le lundi, d'un seul coup, le chef d'établissement a décidé seul de retirer toutes ces mesures et a donc exposé dès le lundi soir tous les personnels. Il n'a pas fallu longtemps puisque le jeudi, il passait à l'action. D'accord, Avec vous parlez d'attentat d'ailleurs, dans cette agression de Vendée-le-Veil, vous parlez d'attentat. Je disais à la ministre hier soir sur un échange, madame, vous-même vous dévaluez. C'est pas une agression. C'est pas une agression. C'est une tentative d'assassinat sur 3 de mes collègues. Il y en avait un 4e d'ailleurs, sur 3 de mes collègues. Arrêtons de dégraduer, si c'est d'ailleurs une banalité, je rappellerai que jusqu'à hier soir, il était encore à Levallois, chez la brigade antiterroriste. Donc arrêtons un petit peu. Il y a 18 mois, quand notre camarade Philippe Polo s'est fait transpercer la gorge à Osny, il a fallu 9 jours. 9 jours pour que le mot attentat soit en prix. C'est pas normal quand même. Par contre, ça serait le contraire. Quand on parle de la population pénale, si on a le malheur, nous, d'avoir été un peu trop musclés, et c'est loin d'être souvent le cas. Alors là, je vous dis pas. Là, je vous dis pas. Donc, sans vouloir basculer dans quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué. Et à un moment donné, il faut remettre les choses en ordre. Si on enlève les feux rouges, les feux tricolores, les stops et les céder le passage sur la circulation, il va se passer quoi? Si on enlève la discipline dans les écoles, il va se passer quoi? Sachez qu'on a tout enlevé dans nos prisons. On est, nous, aujourd'hui, complètement à poil pour mener un travail qui est compliqué, qui est peu valorisé. C'est 4 à 5 000 agressions physiques. C'est une quinzaine de prises d'otages. Mais alors, ça ne dérange personne, hormis nous. Je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé jeudi était la goutte d'eau qui fera que demain ne sera plus pareil et qu'il n'est pas possible de revenir en arrière et qu'il va falloir que ce gouvernement avance. Le prosélytisme religieux, le radicalisme? Oui, alors ça c'est aussi un phénomène qui se rajoute à tout ce qu'on vient de dire là. Vous disiez hier 7 collègues. Malheureusement, juste c'est une collègue à Tarascon, dans le sud, qui vient de se faire tabasser par un détenu non pas terroriste islamiste, mais radicalisé,
tout en comme prison, celui comme à Mont-de-Marsan. Ah oui, clairement celui-là, et qui lui a porté volontairement le coup en disant qu'il allait se taper une femme, quoi. Donc voilà, il a porté ce coup violemment. Elle est aujourd'hui, enfin à l'heure où je vous parle, conduite à l'hôpital. On a de nouveau bloqué l'établissement, pas pour le plaisir de bloquer, mais parce qu'on exige une sécurité minimale, mais le minimal de ce qu'on réclame pour la sécurité de mes collègues, de nos agents, et pour qu'on puisse assurer il faut que nos concitoyens comprennent qu'aujourd'hui, c'est nous qui prenons des coups. Demain, ça va se déverser dans nos rues, tout ça. Nadia, vous êtes, j'imagine, solidaire de ce que dit Jean-François Forget. Je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours que Forget, qui parle, Jean-François Forget, est secrétaire général du syndicat UNSA UFAP Justice. Et des surveillants surtout, avant tout. Et des surveillants, voilà. Merci, Nadia, vous qui êtes surveillante quelque part en Normandie, dans une maison d'arrêt. Oui. Écoutez, nous, on est toujours devant la prison, là. Ouais. On lâchera pas l'affaire. Ouais. Il nous faut des moyens, des effectifs et du respect. Faut rien lâcher, du respect Nadia. des détenus et du respect aussi de nos dirigeants qui, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un peu l'impression qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. Qu'est-ce que vous voudriez, quelle est pour vous, chacun voit midi à sa porte, mais quelle est pour vous la mesure la plus urgente à prendre aujourd'hui pour améliorer le sort des prisons? Alors déjà, beaucoup de places, des places, là, il faut construire, là. Il faut faire des établissements, effectivement, spécialisés pour les radicaliser. Et il nous faut du recrutement, mais du recrutement massif, parce qu'on manque vraiment d'effectifs. Qu'on revalorise aussi nos salaires, parce qu'on est payé pas à la mesure du travail qu'on fait. J'ai regardé, c'est pas glorieux, hein. Élève surveillant, hors prime de stage, il est à 1463. Voilà. Ouais. Quand on parle avec nos collègues policiers, pompiers, parce qu'on travaille ensemble, dans les maisons d'arrêt, bien sûr, et quand on parle salaire, parce que entre nous, on parle aussi salaire, ils rigolent. Quand on leur donne nos salaires, ils rigolent. Ouais. J'ai quelques chiffres juste rapidement, Eric, pour illustrer ce que nous dit Nadia. Le salaire, 1400 € brut. C'est ça, le salaire de départ? Écoutez, moi, j'ai 25 ans d'administration, je suis à 2000 € net. Voilà. Bon, ok. Et il y a aujourd'hui 40 000 agents pénitentiaires, personnels pénitentiaires. Il y a 26 000 personnels en tenue. On est loin des 40 000. Voilà, on est à 26 000 sur le terrain au contact des détenus, c'est ce que vous voulez dire. Pas toujours au contact des détenus parce qu'on a énormément de tâches à mener dans les établissements. Bon. Par contre, on a 70 000 détenus, oui. 4 000 agressions de personnel pénitentiaire en 2017, Eric, et juste, il y a aujourd'hui 58 664 places de prison, il y a plus de 70 000 détenus, il en manque donc 12 000 places, et le gouvernement prévoit d'en construire 15 000 d'ici 2022. Ce qui est frappant, Jean-François Forget, c'est que cette dame-là, Nadia, qui m'a appelé spontanément au 32-16, quand je lui demande quelle est la première des revendications, elle me dit pas je veux plus d'argent, elle me dit pas ça, elle me dit il faut qu'on construise. C'est-à-dire c'est un acte d'abnégation mais qui est magnifique d'ailleurs pour un syndicaliste. C'est qu'elle dit oui, il faut plus d'effectifs, mais elle le dit en second lieu, qu'on nous augmente, elle le dit en troisième choix, mais pour commencer, elle dit il est temps en gros que l'État fasse son boulot, qui construisent des places de prison et des prisons qui sont sécurisées pour les populations radicalisées, pour les terroristes. C'est entre autres pourquoi nous avons fait le choix de ne pas mettre la clause salariale dans le sujet, même bien évidemment qu'il y a une revalorisation salariale perpétuellement parce qu'on part de loin sur la grille. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est notre vie. C'est notre insécurité et c'est assurer nos missions dans des conditions décentes. Et on en est loin, très loin de tout ça. Donc il faut construire des prisons, mais ça, le temps de le décider de le construire, on en est à l'échelle de 5 à 10 ans. Il faut des réponses demain. C'est-à-dire que le gouvernement, il faut le changer de cap. Il faut mettre une priorité qui est celle de la sécurité, la gestion de nos détentions. Comprenez bien aujourd'hui, c'est qu'on a plus de détenus qu'on n'en a jamais eu. Par contre, on a moins de surveillants qu'on n'en a jamais eu non plus, proportionnellement parlant, et on nous demande tout et tant de choses en plus qu'on n'a pas à faire. C'est des rollers qu'il faut pour courir sur une coursive. On se fait insulter par la population pénale. Qu'est-ce que c'est cette histoire de roller? Oh, c'est une image. On fait que courir. C'est une image, on fait que courir. Comment voulez-vous assumer une certaine sécurité? Notre première sécurité, c'est notre observation. On ne peut plus l'assumer, on fait que, voilà. Et par contre, je reviens sur Vendin-le-Veil, c'est encore un exemple. Il y a quelques mois en arrière, on a aujourd'hui un surveillant sur l'assassinat d'un détenu par un autre détenu, qui est aujourd'hui mis en examen, parce qu'il a ouvert 2 portes de cellule et que la réglementation lui disait une à la fois. On nous fait chier. Parce que ce collègue qui a couru dans tous les sens a été obligé d'ouvrir 2 portes de cellule, alors que là, il a fallu plus de temps pour prendre la décision de limoger. En plus d'habiller le schéma d'un chef d'établissement, c'est tout ça dont il faut remettre de l'ordre dans la maison. On doit construire des places de prison. Il faut des établissements spécialisés. Il nous faut aussi
un statut pénal, notamment pour ces terroristes. Ce ne sont pas des détenus de droit commun. Faut arrêter, bordel de merde. Ils agressent le pays. Ils agressent les fonctionnaires. Ils sont en train de nous pourrir nos détentions. Il nous faut des prisons avec des moyens coercitifs, législatifs, réglementaires et des outils matériels pour qu'on puisse agir sur ces gens-là. C'est pas normal que ces types-là, on ne puisse pas les menotter pour les transiter dans la détention. C'est pas normal que, oui, c'est passé encore il y a 3 jours, une agression au quartier disciplinaire, on amène le détenu dans certains pays. Vous balancez le détenu, vous le mettez dans sa cellule disciplinaire avec ses menottes, et s'il veut qu'on le démenote, il les passe derrière la trappe, et on le démenote, nous, en sécurité. Non, en France, parce qu'on fait meilleur qu'ailleurs, on doit aller le démenoter dedans, et on repart sur une rixe. Et si on a le malheur de mettre un coup de la portée parce qu'on en a pris 2, alors c'est nous qui sommes déférés devant les tribunaux. Et ça, c'est plus tolérable. Voilà pourquoi on dit qu'on attend des actes forts. Non pas qu'on soit l'engendre de la barbarie, on n'en fait pas, on est des grands professionnels. C'est simplement qu'on nous laisse faire notre travail et qu'on nous donne les moyens, tout simplement. Donc on attend d'un président de la République qu'il arrête de nous faire des grandes déclarations comme il l'a fait hier, on attend d'une garde des Sceaux qu'elle arrête de se mettre sous pression et qu'elle agisse fermement par rapport à ce qu'on lui demande et qu'on avance sereinement. N'oublions pas que derrière tout ça, même si c'est la gueularde et la grogne des personnels, vous avez aussi une frange de la population pénale qui ne demande rien, qui demande tout simplement à purger sa peine. Ceux-là aussi sont en souffrance. Donc si demain on veut faire autre chose que de la délinquance, autre chose que parler de la violence en prison, mais parler de ce qu'on est capable de faire, mener des combats qui visent à créer de la réinsertion, faisons en sorte de nous donner les moyens de sécurité. Jean-François Forget, son coup de gueule, il est secrétaire général du syndicat UNSA-UFAP pénitentiaire. Mesdames, messieurs, il est 13h25, tendance Brunet-Métry, c'était 90-10 tout à l'heure. Oui, eh bien, ça a un petit peu augmenté. Vous êtes de plus en plus solidaire avec les surveillants de prison, puisque 92% pensent que notre système carcéral doit changer. Et toi qui m'écoutes, qui travaille dans l'entourage du président de la République, par exemple, ou du garde des Sceaux, je te suggère de podcaster cette émission et d'inviter le garde des Sceaux, par exemple, le ministre de la Justice ou bien le président de la République, qui est souvent à l'écoute. Eh bien, je t'invite à lui faire écouter les 10-15 dernières minutes de l'émission. Là, ce qu'a dit Jean-François Forget était, à mon avis, très intéressant. Et c'est le cœur de la colère aujourd'hui des personnels pénitentiaires. 13h26, dans une seconde, je serai avec Michel, qui m'appelle de l'Hérault. À tout de suite. On demande à un agent d'être secouriste, d'être facteur, d'être médecin, d'être psychologue, voilà. Et c'est très, très, très compliqué de nos jours. RMC, Radio Brunet. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Rémi, les 60 minutes de gloire, il faut qu'on en parle toutes les demi-heures, mon pote, parce que c'est parti, ça. Exactement, vous êtes chef d'entreprise, artisan, start-upper, responsable associatif ou artiste, c'est fait pour vous. RMC, Radio Brunet vous déroule le tapis rouge, 60 minutes de gloire le 2 février. Vous aurez le droit à un show entièrement consacré à votre entreprise ou à votre projet. Un Radio Brunet en direct de chez vous. Vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui sur rmc.fr. Vous nous envoyez une courte vidéo ou vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse 60 minutes de gloire @rmc.fr, 60 en chiffres, 60 minutes de gloire. Merci Rémi, mesdames, messieurs, le Brunet-Métry, le voici. Pour moi, les détenus ont trop de droits, c'est une dérive au fil des ans. Et les surveillants pénitentiaires, pas assez, en tout cas plus assez. Il me semble que notre système carcéral doit changer, je me trompe peut-être. Vous votez en toute liberté, d'accord ou pas d'accord avec cela. Dans un instant, j'ai 2 questions à poser à mon invité, Jean-François Forget, syndicaliste dans le monde pénitentiaire. Ensuite, on prendra Michel, ensuite on prendra le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Pierre Tartakovsky, qui nous rejoint. D'abord, est-ce que vous avez déjà été agressé? Vous avez 20 ans, 25 ans de carrière dans la pénitentiaire, Jean-François Forget? Oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un surveillant qui n'a pas été une fois agressé dans sa carrière. Et moi, personnellement, au tout début de ma carrière, j'ai eu une tentative d'homicide avec 3 détenus. Ça vous marque? Ça vous marque? C'est indélébile. Ouais. On a parlé peut-être un peu trop vite, il y a quelques instants, des détenus islamistes. Rien n'est fait finalement. Il n'y a pas de dispositif particulier dans le monde carcéral, dans le monde pénitentiaire, pour cette population qui est de plus en plus nombreuse. Ah non, mais on a les lobbies anti-prison, les CIL est là, la Ligue des droits de l'homme, qui considère qu'il y a une antinomie entre sécurité et droits de l'homme, pas nous. La dignité humaine peut se respecter avec tous les cadres. Non, nous n'avons déjà pas d'encadrement pénal pour la prise en charge de ces détenus-là, qui sont gérés comme des droits communs quasiment, pour pas dire même pas quasiment, normalement. Et après, nous n'avons pas de prison adaptée, donc sécurisée et complètement étanche, où on puisse les garder à l'égard des autres. Faut que nos concitoyens comprennent une chose. On en a plus de 500 aujourd'hui avec un mandat de dépôt de terroristes.
On en a les chiffres varient, mais entre 1500 et 2000 qui sont radicalisés ou en voie de radicalisation. Il y en a 300, 400, 500, 600, 700 qui vont rentrer de Syrie, dont tout le monde parle, mais tout le monde se fout. Et on a de plus, dans cela, de plus en plus de détenus mineurs radicalisés ou terroristes, et des détenus femmes dans le même schéma. C'est en train de créer une diaspora dans nos prisons. Alors, excusez-moi parce que vous avez dit un truc très important. Vous avez dit 500 qui sont emprisonnés pour fait de terrorisme, c'est ça 3000 qui sont, selon vous, Non, entre 1500 et 2000. Entre 1500 et 2000 qui sont suivis pour radicalisation. Pour radicalisation, plus les 5, 600, 700 qui pourraient rentrer de Syrie. Et parlons clairement, il n'y a rien de prévu spécifiquement pour eux. Donc, soit ils sont mis au milieu des autres détenus, parce que vous n'avez pas les moyens de les isoler, soit ils sont mis à l'isolement complet, mais vous n'avez pas assez de place, et puis encore faut-il qu'on puisse les mettre en isolement complet, mais il n'y a rien d'autre de prévu. Il n'y a aucun arsenal pénal, carcéral pour la prise en charge de ces détenus-là, pour nous sécuriser à nous, pour les séparer des autres détenus. C'est dramatique, et le temps passe, aucune décision est prise. Donc on va droit, on en a quand même un sacré cheptel. On est en situation d'épidémie. Voilà ce qu'on a dit au gouvernement il y a pas longtemps. Maintenant, on n'est plus à savoir si on doit ou pas. Il faut. Quand vous avez une épidémie médicale, qu'est-ce qu'on fait ? On met en quarantaine et on soigne le mal. Là, pour l'instant, on ne prend pas cette décision dans ce pays et on va droit dans le mur. On est un des seuls pays à faire cette connerie, d'ailleurs. Finalement, vous êtes dans un endroit clos. Les gens comme moi, on s'en fout un peu, quoi. C'est un endroit clos, une prison. Moi, je la traverse pas, j'y passe pas. Alors, quand j'entends à la radio qu'il se passe des choses, oui, ça m'interpelle, bien sûr. Mais je me dis, de toute façon, ça peut pas m'affecter, ni moi, ni mes enfants, puisque je la traverse pas, la prison. Voilà. Et donc, c'est peut-être ça aussi, le désintérêt des politiques, le désintérêt de la chose publique pour l'univers pénitentiaire. C'est que finalement c'est un univers à part, clos, qui est pas le nôtre. Alors finalement que les gardiens se démerdent, quoi. C'est un peu ça l'idée. J'ai le sentiment qu'il y a cette forme d'abandon. C'est une erreur fondamentale. Je suis bien d'accord. Parce que nous sommes un des piliers de la démocratie de ce pays. Si, alors les anti-prisons peuvent dire ce que vous voulez, mais tant qu'il n'y aura pas d'une justice juste et que derrière vous n'avez pas des prisons qui fonctionnent, c'est pas possible d'avoir une démocratie qui tienne, une république équilibrée. Donc oui, la prison, ça doit concerner tout le monde. La viralité, la contamination idéologique, je parle des radicalisés, vous la voyez, vous? C'est quelque chose que vous mesurez, que vous sentez? Alors, c'est une évolution que vous mesurez? On la voyait à travers des effets que l'on repérait à l'époque. La djellaba, le Coran, le tapis, la prière, ça a pris différentes formes. Celle aussi de tous ces mécanismes djihadistes avec la takia, c'est-à-dire la dissimulation. Donc ils peuvent avoir différentes formes. Ils vont manger du cochon pour certains, d'autres vont complètement se renfermer sur eux-mêmes, d'autres vont boire de l'alcool parce qu'il y a de l'alcool qui circule en détention malheureusement. Qu'est-ce que je vous dis, il y a même du fric qui circule, il y a des armes, il y a de tout. Et avec la bonne volonté et l'accréditation des différents gouvernements, de l'administration pénitentiaire et de tous les chefs d'établissement. Même si à m'entendre, ils vont certainement avoir les cheveux qui s'hérissent, mais qui changent leur comportement, au lieu de banaliser tout ça. Je vais prendre tout de suite Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Pardon à Michel qui m'appelle de Montpellier, mais je voudrais vous faire réagir. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, on a avec nous Jean-François Forget, un syndicaliste du monde de la pénitentiaire qui est extrêmement remonté. Et c'est difficile de pas être en convergence avec lui parce que bon sang que c'est dur d'être surveillant de prison aujourd'hui et surtout d'ailleurs il n'arrive pas à embaucher. Alors dans un monde où il y a des millions de chômeurs, il n'arrive pas à embaucher parce que c'est devenu un métier totalement démonétisé. Non, c'est pas devenu un métier totalement démonétisé, ça a toujours été un métier totalement démonétisé. C'est très très dur et ça a toujours été très très dur d'être surveillant pénitentiaire. Et effectivement, il y a une plainte constante de cette profession qu'il faut entendre parce que c'est une très grande responsabilité que la République qu'on donne à des gens qui sont chargés de surveiller d'autres personnes, d'autres individus qui sont des êtres humains. Quand j'entends parler de cheptel, d'épidémie, bon, je me dis attention au vocabulaire. Alors là, il y a eu une série d'agressions. Cette série d'agressions est évidemment intolérable et elle permet l'expression d'un ras-le-bol pénitentiaire qui ne tient pas, si je puis me permettre de le dire, parce que j'ai un peu travaillé en prison comme surveillant. Moi-même, j'ai écrit sur cette profession qui ne tient pas qu'à l'événement.
Vous savez, ça a toujours été très difficile de définir le métier de surveillant. Et les pouvoirs publics s'y sont toujours pris comme des manches, passez-moi l'expression. Avec l'idée de la radicalisation des djihadistes, le pouvoir politique a compliqué encore plus les choses, parce que il a confié à des institutions et à des professionnels qui sont pas formés, qui n'ont pas les outils, l'ultime défense vis-à-vis de gens qui sont des gens qu'il faut surveiller très très étroitement, ça va sans dire. Pierre Tartakovsky. De là à parler d'anti-prison, tout ça, je crois qu'il faut savoir raison garder. Il y a un débat démocratique dans le pays pour savoir ce que nous voulons faire de nos prisons. Et là où on peut être tous en convergence, y compris avec notre ami syndicaliste de la pénitentiaire, c'est que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et que ça dépasse de loin la question des djihadistes. Oui. J'ai une question à vous poser. Surpeuplés à 400%. J'ai une question à vous poser. Vous imaginez ce que ça veut dire. Oui, hein. Oui. D'ailleurs, on a le chiffre des matelas qui sont disposés par terre dans les cellules. Je crois que c'est plus de 1500. Ça veut dire plus de 1500 hommes sont. Il y a un traitement. Oui, mais attendez. Est-ce que alors Pierre Tartakovsky, finalement, je crois que je vais vous poser une question que beaucoup de gens qui sont à l'écoute rêvent de vous poser. Est-ce que cette surpopulation carcérale, c'est pas le fruit d'une longue dérive finalement qui a conduit les politiques, je sais pas, syndrome de Stockholm oblige, qui les a conduits à dire bon, écoutez, c'est pas très bien de construire des prisons, hein. On s'en souvient d'ailleurs, la droite avait programmé une construction massive de places de prison à la fin du quinquennat Sarkozy, totalement à la fin d'ailleurs, ce qui était un peu lâche. C'est une façon de dire maintenant c'est la gauche qui va administrer ça. Et puis finalement Taubira avait dit bon en gros on va supprimer ce projet de construction. Est-ce que vous voulez dire? Non, mais attendez, ce que je veux dire, j'ai pas fini, Pierre Tartakovsky. Est-ce que, non, je vais donner une réponse. Attendez, mais je termine. Est-ce que on n'est pas allé loin, trop loin, ou simplement un peu trop loin dans l'octroi de droits aux détenus et dans la privation finalement de quelques droits fondamentaux aux surveillants, notamment, alors je le dis tout net, la possibilité de faire des fouilles inopinées quand ils le souhaitent à la sortie d'un parloir ou d'une autre chose qui est pour moi un des fondamentaux du respect de l'ordre dans une prison. Et finalement, au nom de règles humanistes qu'on peut entendre quand on est extérieur au monde carcéral, on s'est dit ça c'était vraiment trop cruel, hein, on va leur supprimer ce truc-là. Mais écoutez, votre question, c'est 3 questions. Alors je vais essayer de répondre brièvement parce que vous avez été un peu long, permettez-moi de vous le dire. La première chose, c'est que les prisons, c'est comme les autoroutes. Si vous voulez qu'il y ait moins de voitures, faut pas construire d'autoroutes. Si vous voulez qu'il y ait moins de détenus en prison, il faut pas construire des prisons. Plus vous construirez de prisons, plus vous aurez de détenus. Ouais. Ça, toutes les statistiques vous le diront, toute l'histoire de la pénitentiaire de ce pays en atteste. Non, s'il y a trop de monde en prison, c'est pas qu'il n'y a pas assez de lits. S'il y a trop de monde en prison, c'est parce qu'on est dans une société qui a de plus en plus peur et où les juges, les magistrats expédient maintenant en prison pour des peines, avec des peines qui sont de plus en plus longues, qui sont de plus en plus lourdes, pour des délits qui, il y a encore 20 ou 30 ans, n'étaient pas punis d'incarcération. Par exemple, et puisque je parlais d'autoroute, un délit routier. On peut maintenant aller en prison pour un simple délit routier. Bon, est-ce que c'est raisonnable? J'en suis pas du tout persuadé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que les détenus ont trop de droits? Bon, très sincèrement, il faudrait me dire lesquels. Hein. Moi, je vois pas très bien. Je pense qu'on est passé à une situation avec Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit la punition, c'est l'enfermement et seulement l'enfermement. Je crois que dans une république, une démocratie, on n'a pas intérêt à faire vivre des gens hors droit. Est-ce que les droits fondamentaux des surveillants sont attaqués? Non. Alors écoutez, le droit de faire une fouille ou de pas faire une fouille n'a rien à voir avec les droits fondamentaux, ça fait pas partie du socle constitutionnel, c'est une question d'ordre professionnel. Il est évident que les policiers ont le droit de contrôler l'identité, il est évident que les surveillants pénitentiaires doivent avoir le droit de faire des fouilles. Que je sache, ils ne s'en privent pas. Et ils ont parfaitement raison. En même temps, comment dirais-je, je vais le dire avec beaucoup de prudence, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de fouilles qu'on n'a pas des armes en prison. La prison, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, n'est pas du tout un monde, c'est un monde fermé, oui, mais c'est un monde fermé dans lequel il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui travaillent, qui sortent, qui reviennent, voilà. C'est un lieu normal. Il ne faut pas fantasmer la prison comme un caveau
où on enfermerait des gens pour la vie et où l'air même ne pourrait pas rentrer. Réponse de Forget. Attendez, Pierre Tartakovsky de la Ligue des droits de l'homme. Réponse de Forget qui vous écoute sagement. Forget de l'UNSA UFAP pénitentiaire. Ouais, mais là, on est dans le fantasmagorie. J'ai l'impression de revivre des débats parlementaires de l'époque. Enfin, on ne doit pas vivre dans la même vie, monsieur, parce que on se fait agresser en prison, mais les personnels pénitentiaires se font même agresser à l'extérieur, vous voyez. Donc, la vie d'aujourd'hui, elle est pas facile. Nous, on n'est pas en train d'avoir un débat pour se dire il faut plus ou moins de prison, de légiférer sur la dépénalisation de ci ou de ça. On nous donne des gens à garder, on nous donne pas les moyens de les garder. C'est pas plus compliqué que ça. La fouille, ça fait partie. Moi, quand je vais voir un spectacle ou quand je prends l'avion, je suis fouillé. Et quand ça va plus loin que le portique, je vais dans un coin et on me fouille. Et j'obtempère, sinon je monte pas dans l'avion, je vois pas le spectacle. Ne nous faites pas passer pour des pervers ou des s'il vous plaît, moi je vous ai écouté avec attention. Ne nous faites pas passer pour des pervers, nous sommes des gens professionnels, plus humanistes que vous l'imaginez, parce que nous travaillons sur de la matière humaine. S'il n'y a pas plus de suicides en prison, s'il y a de l'intérêt porté à la population pénale, c'est les personnes avant tout qui le font, ce travail-là. C'est personne d'autre qui le fait. C'est nous avant tout. Mais bordel de merde, ceux à qui on tend la main pour les aider, pour les sortir de la merde, c'est ceux-là qui nous agressent. Et vous leur dites bravo, continuez. Ça c'est plus tolérable. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté, Forget. Je pensais que je participais à un débat. Non, c'est pas un débat, monsieur. Ça fait trop longtemps que la France, elle souffre de ce genre de débat-là. Vous nous parlez de règles pénitentiaires européennes, de droits de l'homme. On est le seul pays en Europe à ne pas fouiller les détenus. Tous les autres, ils fouillent. Mais enfin, c'est un fantasme, vous avez Non, c'est pas un fantasme. Moi, je connais mon métier, et je connais mes différences, et je connais comment ça se passe ailleurs, parce que je les fréquente, les autres. Heureusement qu'il y en a, enfin. Ceci étant, c'est pas parce qu'il y a des fouilles ou qu'il n'y a pas de fouilles qu'il y a des agressions. Il y a des détenus qui sont agressifs, et ils agressent les surveillants, et c'est intolérable. On est le pays d'Europe avec le plus fort taux de violence à l'égard des personnels. Mais là, vous allez me dire encore que je fantasme. Mais moi, je ne vous dis rien, monsieur. On est le métier. S'il vous plaît, on est le métier, mais pas pénitentiaire. C'est l'INSERM qui l'a dit, c'est pas Forget. On est le pays, écoutez-moi bien, on est le métier, s'il vous plaît, on est le métier en Europe qui avons le taux de suicide le plus élevé parmi toutes les professions. Alors, monsieur, alors arrêtez. Vous êtes toujours en train de vous pencher sur les taux de suicide des détenus et jamais sur les taux de suicide des surveillants. Vous êtes toujours en train de vous pencher sur le libéralisme carcéral. Mais ceux qui tendent la main, ceux qui s'occupent de la misère en détention, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui prennent des coups, qui prennent des bleus et qui ont un bleu pour défendre les autres. Parce que nous aussi, on porte la défense auprès des personnels, des détenus. Excusez-moi du peu. S'il n'y avait pas de personnel aujourd'hui, ça serait encore pire que ça ne l'est dans les prisons. Bon, écoutez, personne ne dit le contraire. C'est jamais personne ne dit le contraire. Mais évidemment, faut libéraliser toutes nos prisons. Vous avez raison, il faut mettre tous les détenus dehors, ce sont des innocents. Bon, Pierre Tartakovsky, grosse colère de Jean-François Forget, on est dans une période un peu saillante. Si vous me permettez un mot. Oui, je vous en prie. Si vous me permettez simplement un mot. Je ne sais pas si c'est de la colère. Si c'est de la colère, je peux la comprendre. Je crains, hélas, que ce soit plutôt de l'obstruction. Parce que quand on met dans la bouche de son interlocuteur des propos qu'il n'a jamais tenus, on n'est pas dans l'écoute attentive. Moi, je pense qu'on est face à des problèmes sérieux, que si on veut les résoudre, il faut le faire tous ensemble. Les surveillants pénitentiaires font un métier pénible, dangereux, qui est mal rémunéré et surtout très mal reconnu. C'est pas avec des démonstrations de cet ordre-là qu'on va progresser dans le débat public. C'est en se demandant tous ensemble ce qu'on veut faire de nos prisons. Moi, je n'aurais qu'une chose à dire, c'est que tant qu'on va fantasmer comme ça, on ne réglera rien. Oui, mais enfin, il demande hier 11 gardiens de prison agressés, blessés en 5 jours. Monsieur, je vous invite à lire toutes les productions que nous écrivons depuis 20 ans et vous verrez qu'on ne fantasme pas. On propose de l'humanisation dans les prisons. On propose de l'humanisation, mais à travers, avant tout, des règles fondamentales telles que la sécurité. C'est pas un gros mot que de parler de sécurité et d'humanisation. Bon, messieurs, il est 13h47. On arrive au terme de cette première partie de Radio Brunet. Merci à Pierre Tartakovsky de la Ligue des droits de l'homme. Merci à Jean-François Forget, secrétaire général du syndicat UNSA UFAP pénitentiaire. Il est 13h47. Je me tourne vers toi. Tu fais et tu refais, Émilie, les petits calculs. Oui, résultat de ce brunémétrie, à mon avis, c'est un Pyongyang. C'est un référendum de Corée du Nord, là. Oui, mais tu as tout à fait raison.
Eric, puisque 94% pensent que les détenus ont trop de droits et les surveillants pénitentiaires pas assez. En tout cas, pour ma part, c'est très personnel. Je souhaiterais vraiment, en tant que citoyen, que l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, qui a mis fin aux fouilles à nu systématiques des détenus ayant eu un contact avec l'extérieur, au parloir notamment, j'aimerais que cet article soit supprimé et que désormais les détenus, après un parloir, soient systématiquement fouillés. Voilà une requête personnelle. Il est 13h48. Merci à vous, Jean-François Forget. Merci beaucoup. Rémi. Le français de l'étranger tout de suite, Eric, en Angleterre. RMC, #Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Les messages, mesdames, messieurs, vous les écrivez, nous les lisons. Oui, on a Véronique qui nous dit « Merci pour tous les surveillants qui ont un métier difficile, méconnu et parfois méprisé par la population. Un peu de reconnaissance, de moyens matériels et humains serait nécessaire. » Ce message de Jean sur l'application RMC dans Direct Studio. Salut à tous, je suis policier et je suis de tout cœur avec le mouvement des personnels pénitentiaires. Mais à partir de quand les pouvoirs publics vont ouvrir les yeux sur les services régaliens de l'État sont au bord de l'implosion. Le ras-le-bol des serviteurs de l'État est à son paroxysme. Manque de moyens, manque de considération, de plus en plus de tâches à accomplir car de moins en moins de personnel. Ouvrez les yeux, messieurs, dames. Et de tâches parfois administratives qui n'ont rien à voir avec l'essence et les fondamentaux des métiers. D'autres messages ? Oui, j'ai ce message de Maya. C'est lamentable, mais on a le sentiment que les gardiens sont devenus les serviteurs des prisonniers.